On est le 21 octobre 2021 et comme des milliers de personnes en France et en Europe, je m'apprête à vivre une des journées les plus stressantes de l'année. En effet, c'est aujourd'hui que sont mises en vente les places pour le concert de Coldplay au Stade de France, prévu du 16 au 19 juillet 2022, soit dans exactement 8 mois et 26 jours. Ceux qui ont déjà tenté d'acheter des places de concert pour un événement extrêmement prisé savent déjà ce qui va se produire. Il est 7h du matin, je me connecte sur le site de Ticketmaster. Les préventes ouvrent à 10h, je n'ai donc pas accès à la page pour le moment, alors j'attends. Ma meilleure amie fait de même depuis l'Espagne. On ne sait pas vraiment si c'est utile d'attendre là, mais dans le doute, on attend. 9h59, 10h. La file d'attente virtuelle ouvre. Je suis 55 millième, j'ai mes chances. Une trentaine de minutes s'écoulent, je peine à détacher mes yeux de la file qui avance extrêmement péniblement. Et puis soudain, la page s'actualise. Un pop-up m'indique que j'aurai 10 minutes, pas une de plus, pour choisir, commander et payer mes places. C'est maintenant ou jamais. Mais première désillusion, il ne reste quasiment aucune place. Je suis sûrement déjà dans les dernières personnes à passer et même les places les plus chères ont déjà été vendues. Malgré tout, je prends ce qu'il reste, clique et le site m'indique que, entre-temps, ces places ont été réservées par d'autres fans. Je suis renvoyée à la page de sélection, mais il ne reste plus rien. Je serai éjectée du site quelques minutes plus tard. Mais par miracle, ma meilleure amie, mieux placée, a réussi, elle, à obtenir des places et on finira par aller voir Coldplay toutes les deux au Stade de France. Mais je reste quand même un petit peu sur ma faim et je ne suis pas la seule. Si Coldplay a carrément ajouté une date en France le 22 juillet remplissant 4 stades au complet, ce qui est un record, eh bien il laisse quand même malgré eux un sentiment amer aux fans qui rencontrent toujours des problèmes avec Ticketmaster, le seul et unique site sur lequel on peut acheter des places. Et visiblement Taylor Swift et ses fans ont eu le même problème et ça a fait pas mal de bruit. Alors là où la plupart des fans de concert se contenteront de pleurer en boule dans leur lit, moi j'ai décidé d'entamer des recherches. Qui est Ticketmaster, l'entreprise derrière la déception de millions de fans dans le monde? Et surtout, pourquoi est-ce que rien ne change? Eh bien, je n'étais pas au bout de mes surprises. Je vous emmène avec moi, bienvenue dans les coulisses de Ticketmaster. On est dans les années 60, Internet n'existe pas, les concerts n'ont pas la même ampleur qu'aujourd'hui, mais des événements de musique payants ont bien lieu. À cette époque, pour acheter leurs billets, les gens se rendent soit dans des kiosques physiques, soit directement à la billetterie des salles de concert. Ils payent leur place là-bas et c'est tout. Pour les fans, il y a deux petits soucis. Le premier, c'est la file d'attente dans les kiosques, surtout pour les événements prisés, et la deuxième, c'est que tout le monde n'a pas de kiosque près de chez soi. Donc parfois, on doit prendre la voiture et aller un peu plus loin pour chercher ses places. Mais en dehors de ça, c'est un acte d'achat plutôt simple, un peu comme aller faire ses courses. Par contre, pour les groupes de musique, c'est un peu plus compliqué. L'organisation d'un concert nécessite de traiter avec chaque salle, chaque promoteur local et chaque vendeur de billets pour savoir à chaque fois comment va s'organiser la vente et comment sera redistribué l'argent. Heureusement, comme à chaque problème sa solution payante, une entreprise va naître pour régler le souci: Ticketron. Ticketron entre sur le marché en 1969 et devient numéro 1. Tout simplement. En gros, c'est un fournisseur de billetterie informatisé qui permet de simplifier l'organisation de la vente de billets et donc des concerts. Les billets se vendent toujours dans des points de vente physiques, mais la gestion est plus simple que de vendre des places à la main, comme c'était le cas avant, parce que là c'est un système informatique qui gère plus ou moins bien la vente. Ticketron devient leader sur son marché, a des points de vente partout et commence à vendre également des places par téléphone. Bref, le succès. Mais pendant tout ce temps, deux mecs, Peter Gadois et Albert Leffler, sont en train de travailler sur des logiciels pour les systèmes de billetterie. À la base, ils n'ont pas vraiment l'intention de concurrencer Ticketron. Ils créent ce logiciel pour le théâtre d'une université. Mais il se trouve que ce logiciel fonctionne très bien. Ils se rendent compte qu'ils pourraient largement attaquer le marché de la vente de billets sur lequel règne Ticketron. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le logiciel de Ticketmaster est plus performant que celui de son concurrent, informatiquement parlant, mais ce n'est pas là que va résider sa force principale. En fait, Ticketmaster a compris que ce n'étaient ni les groupes de musique, ni les fans qu'il fallait cibler pour prendre ce marché. C'était les salles de concert. À partir de 1982, il nomme un nouveau PDG à la tête de l'entreprise, Fred Rosen. Rosen déclare: l'argent fait partie de mes objectifs, c'est le jeu et je veux gagner. Et c'est complètement normal en tant que PDG de vouloir que ta boîte soit
sera rentable. Mais lui, il veut pas être rentable, il veut écraser le marché. Rosen contacte les plus grandes salles de concert des États-Unis, des stadiums qui accueillent des gros événements sportifs et leur fait une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Il les paye littéralement pour accueillir le système Ticketmaster, là où son concurrent fait payer des frais de service pour que la salle puisse vendre des billets. Ticketron, c'est comme cela qu'il gagnait de l'argent. C'était ça son modèle économique. Et là, Ticketmaster verse même des avances à ces salles en échange de contrats d'exclusivité, proposant en gros une somme d'argent contre le fait de ne plus du tout utiliser Ticketron. Dans les années 90, Ticketmaster assène le dernier coup qui tuera son concurrent. Il prend le virage d'Internet, permettant à présent à tous les fans de concerts de réserver en ligne leur place. C'est gagné pour Ticketmaster. En 1990, Ticketron, ou plutôt ce qu'il en reste, est racheté par Ticketmaster, qui devient sans surprise le plus gros acteur à opérer sur le marché de la vente de billets. Bon, jusque-là, à part une stratégie assez violente de la part de Ticketmaster pour écraser son concurrent, il reste dans les règles. Et puis, il facilite la vie à la fois des promoteurs, des salles de concert et des musiciens. Donc, tout va bien, non? Non. Pearl Jam est un groupe de rock né à Seattle et dans les années 90, c'est un des groupes les plus importants du monde. 32 millions de disques vendus aux États-Unis, 60 millions dans le monde, bref, des poids lourds de l'industrie qui, par conséquent, vendent beaucoup de places de concert et remplissent énormément de salles. Et il se trouve que Pearl Jam n'apprécie pas trop le nouveau système instauré par Ticketmaster. En gros, Ticketmaster prend des frais de service. Les artistes vendent leurs places de concert à un certain prix et par-dessus ce prix, Ticketmaster ajoute sa commission. Le problème, c'est que cette commission, elle peut être très élevée, trop élevée au goût de Pearl Jam. À l'époque, ils vendent leurs billets 18$ et souhaitent que les frais de service soient plafonnés à 1,8$, soit 10% du prix initial du billet. Sauf que les frais de Ticketmaster sur leurs billets sont de 4 à 8$ et ils refusent catégoriquement de les réduire. Le problème, c'est que le groupe ne peut rien faire pour les inciter à au moins trouver un compromis. Ils sont dos au mur, puisque seul Ticketmaster permet de vendre des places de concert. Ils n'ont pas de concurrents, et encore moins de concurrents capables de supporter la taille du groupe et donc le nombre de fans voulant se procurer des billets. Pearl Jam est donc un peu bloqué, mais va contre-attaquer de deux manières. D'abord, sur les incitations du ministère de la Justice américaine, ils attaquent la société Ticketmaster pour comportement monopolistique. En gros, ils font appel aux lois antitrust aux États-Unis, les lois visant à lutter contre les entreprises qui abusent de leur monopole et à protéger les consommateurs. Un monopole, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en cours d'économie, c'est une situation où une seule entreprise est maître de l'offre sur un marché. Ce procès, il va exposer au grand jour deux problèmes. Le premier, on le connaît déjà, c'est que les frais de service de Ticketmaster ne sont pas plafonnés. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règles définies et il n'y a pas non plus de concurrence pour les obliger à réguler leur prix. S'ils veulent, ils peuvent facturer 100% de frais de service. Personne ne pourra rien faire. Mais il y a un deuxième souci. On n'a pas la certitude que les places vendues en ligne sont vendues à des fans. Ou plutôt que les places vendues en ligne ne sont pas vendues à des scalpers. Les scalpers dans la musique, ce sont les revendeurs de places. En fait, ils achètent des places en grand nombre sur les événements où l'attraction est forte et ils les revendent à des prix plus élevé sur un marché secondaire, encore moins encadré que le marché officiel contrôlé par Ticketmaster. C'est quand même des éléments forts d'accusation parce que ces deux problèmes sont préjudiciables au consommateur final, que la justice est censée protéger. À la base, on parle quand même juste de gens qui avaient envie de passer une bonne soirée en écoutant 2 heures de musique en live. C'est tout. Du coup, petit procès intenté par Pearl Jam. Ensuite, ils vont organiser une tournée sans Ticketmaster, avec une start-up ETM Entertainment. Ils vont jouer dans des endroits reculés ou inhabituels qui n'ont pas de contrat d'exclusivité avec Ticketmaster, ce qui est assez difficile à trouver. Mais cette tournée va mystérieusement très mal se passer. Tous les premiers concerts seront annulés. Si certains, c'est à cause de la météo, d'autres, c'est un peu plus mystérieux. Celui de San Diego, par exemple, s'est vu annulé à la dernière minute sur un rapport du shérif conseillé par un certain Paul Weathermer, soupçonné d'avoir été rémunéré par Ticketmaster. Les galères s'accumulent et le groupe se voit définitivement contraint d'annuler définitivement cette tournée. Et le procès contre Ticketmaster alors? Eh bien, 11 jours après que Pearl Jam ait annulé sa tournée indépendante, le ministère de la Justice a publié une déclaration de 2 phrases indiquant que l'enquête était close, sans plus de précision. Ticketmaster avait gagné et le procès aura coûté 2 millions de dollars à l'un des plus grands groupes du monde.
Depuis, les artistes ont malheureusement compris la leçon. Malgré les scandales, on remarque globalement un silence de la part des artistes sur la question. Même Taylor Swift, qui s'est retrouvée au cœur d'une polémique mondiale suite à un problème avec Ticketmaster, ne les a pas ouvertement critiqués. Évidemment, elle s'est excusée auprès des fans et indirectement elle a accusé la société, mais elle ne les a pas non plus accablés pour ce qui s'était passé. Et en fait, c'est logique. Ticketmaster, comme l'a précisé l'équipe de Taylor Swift, est la seule plateforme au monde à pouvoir prétendre vendre des places à autant de fans. Et même s'ils le font mal, c'est quand même moins pire que d'autres sociétés qui existent bien. On peut citer AEG par exemple qui vend des places, mais qui seraient bien incapables de faire quoi que ce soit, surtout pour d'aussi gros artistes. Oui, il y a de la concurrence dans la théorie, mais dans la pratique, quasiment tous les artistes sont obligés de passer par Ticketmaster, et encore plus pour les poids lourds de l'industrie. En fait, c'est même une question de survie pour eux, car la source de revenus principale des artistes, ce sont les concerts. La vente de CD s'est effondrée drastiquement depuis la crise du disque, le streaming n'offre pas des sommes reluisantes, le merch est un bon complément, mais à toutes les échelles, ce sont les concerts qui rapportent le plus d'argent. Alors si un artiste se frotte trop à Ticketmaster, il a beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner. Ok, vous et moi, on va jouer à un petit jeu. Vous allez incarner un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse plein de vie et d'ambition. Votre mission, c'est de révolutionner le marché de la billetterie de concert. Pour y arriver, il faut vaincre votre ennemi, Ticketmaster, ou au moins le monopole de Ticketmaster. Pour cela, vous allez avoir deux quêtes. D'abord, comprendre les problèmes que vous devez résoudre, et ensuite combattre les obstacles qui vous empêchent de les résoudre. Vous êtes prêts? Jeune entrepreneur, jeune entrepreneuse, c'est parti! Le premier problème, c'est cette courbe. Ça, c'est l'évolution du prix moyen d'un billet de concert dans les années 2000 jusqu'en 2022. Pas vraiment beau à voir. Ticketmaster a adopté la tarification dynamique. Tout comme le prix d'une course augmente sur Uber quand il y a beaucoup de gens qui veulent des Uber, le prix d'un billet de concert augmente lorsque beaucoup de gens veulent des billets pour un concert. Et sur le papier, c'est une idée comme une autre pour avoir un prix juste. Parce qu'après tout, c'est la loi basique de l'offre et de la demande. Le problème, c'est qu'on est sur un marché particulier. Celui des événements ponctuels. Si je n'ai pas mes places pour le concert de Coldplay en juillet, je n'assisterai pas au concert de Coldplay. Ce sera juste trop tard. Peut-être qu'il y aura d'autres dates, peut-être que j'irai les voir dans un autre pays, mais une fois que le 16 juillet 2022 est passé, c'est trop tard. J'ai loupé un événement qui ne se produit qu'une fois. Et ça, en fait, ça donne des gens qui sont prêts à payer plus parce qu'ils savent que c'est leur seule chance. Donc ça augmente encore plus les prix. En adoptant la tarification dynamique, on exclut tout un segment de consommateurs qui ne peut pas se permettre de payer aussi cher pour des places de concert. Et ces consommateurs pouvaient auparavant se rendre à des concerts avant cette tarification dynamique ou même quand les prix des places étaient accessibles. Pourtant, on est sur quelque chose qui marche économiquement. On peut pas le nier parce que le prix de l'offre s'ajuste en fonction de la demande et si la demande vient à baisser, le prix de l'offre baissera aussi. Le problème là, c'est l'éthique. Sur un marché aussi particulier que celui des concerts, c'est pas un peu immoral de priver tout un segment de consommateurs de ce plaisir-là alors qu'avant, ils y avaient accès et que ça fonctionnait? Le deuxième problème à résoudre, c'est le manque de considération. Ticketmaster, avant votre arrivée, il est tout seul. Ça veut dire que les consommateurs pas contents, il en a pas grand chose à faire. Il sait que vous pouvez pas aller voir ailleurs, il y a que lui qui vend les places que les gens veulent se procurer. Du coup, ça donne des situations assez difficiles, comme quand des centaines de fans de Bad Bunny se sont vus refuser à l'entrée de son concert à Mexico avec des billets achetés sur Ticketmaster sans possibilité de remboursement. Non, juste vous rentrez pas, désolé. Qu'est-ce que risque réellement Ticketmaster? Une sauce sur Twitter? Ouais, très bien. En réalité, il risque rien. Dernier point, et peut-être le plus triste de tous, la sécurité. Ça concerne Live Nation cette fois, on reparle de Live Nation très vite, vous allez comprendre que c'est la même chose. Bref, depuis sa création, 200 morts ont été reportés sur des événements organisés par eux, dont l'affreux Astroworld Festival. Et ça ne compte pas les plaintes envoyées à l'administration de la sécurité et de la santé au travail qui répertorie des accidents tels que la chute de poutres en acier, des échafaudages défectueux et d'autres dangers sur le lieu de travail de centaines de personnes qui préparent les concerts et événements. Alors oui, il y a une marge d'erreur et même si c'est dramatique, on n'est jamais à l'abri que quelque chose dérape dans un événement. Mais Live Nation a déjà montré qu'elle ne mettait pas tout en œuvre
pour résoudre ces problèmes et prévenir de ces incidents. L'histoire de Live Nation montre qu'elle se concentre sur les profits plutôt que sur la sécurité publique, a déclaré l'avocat Jason Kafoury à USA Today. Jeune entrepreneur, jeune entrepreneuse, vous avez à présent une idée des problèmes à résoudre sur ce marché. À présent, il est temps de rentrer dans l'arène et de découvrir les obstacles à surmonter pour monter la boîte de vos rêves sur le marché de la billetterie de concert. Vous allez vous heurter à au moins 3 obstacles majeurs. Le premier, c'est les barrières à l'entrée sur le marché. Ça, c'est assez simple à comprendre. Imaginez que vous vouliez monter une agence de marketing digital, vous voulez vendre des services de marketing à des entreprises. Vous cherchez sur YouTube comment monter une agence, vous regardez 15 minutes d'un tuto de Théo Lyon et vous pouvez monter votre agence derrière votre PC, là, maintenant. Les compétences, elles s'apprennent sur YouTube, les clients, ils se trouvent sur LinkedIn, vous n'avez pas besoin de matériel, pas d'argent, pas de gens, pas d'infrastructure, vous n'avez quasiment aucune barrière à l'entrée. Évidemment, je simplifie les choses pour illustrer, mais le fond c'est que pour faire une entreprise comme une agence ou vendre certains services, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Il n'y a pas de barrière. La conséquence de ça, c'est qu'il y a plus de concurrence, parce que plus de monde peut le faire. Donc, barrière à l'entrée faible, concurrence forte, logique. Maintenant, on revient à votre projet initial, la billetterie de concert. Déjà, il n'y a pas de tuto sur YouTube. Et globalement, en fait, là, maintenant, vous ne pouvez rien faire. Déjà, vous ne pourrez pas le faire seul, il vous faudra une équipe, donc de l'argent de départ. Globalement, il vous faudra des contacts parce que vous n'allez pas vous pointer devant les promoteurs en disant « Hey, je veux concurrencer Ticketmaster !» Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Donc bref, pour tout un tas de raisons, les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. Du coup, la concurrence est plus faible, voire inexistante. Vous êtes un petit peu découragé, mais c'est pas grave, continuons l'aventure. Deuxième problème. Ticketmaster, c'est pas seulement une société qui vend des billets de concert. En fait, depuis 2010, elle fait partie de Live Nation Entertainment, une multinationale américaine issue de la fusion entre notre cher Ticketmaster, qui vend des billets pour des événements, et Live Nation, qui est un gros promoteur d'événements, c'est-à-dire un organisateur de tournées, et qui possède également des salles de concert à son nom. Cette fusion, bien qu'elle ait été approuvée par les gouvernements, est encore aujourd'hui assez controversée. Parce que du coup, non seulement le marché de la vente de billets appartient à Ticketmaster, mais en plus le monde de la musique live appartient en fait à Ticketmaster, vu que les étapes précédant la réalisation d'un événement sont réalisées par Live Nation Entertainment, donc Ticketmaster. Prenez toutes les affiches des tournées mondiales, toutes, et vous verrez le logo Live Nation. Maroon 5, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, One Direction à l'époque, Harry Styles, Rihanna, Blink-182. Alors oui, il y a AEG, c'est vrai, mais en vrai, c'est Live Nation et Live Nation Entertainment qui ont la main sur 70% du marché de la musique live. Et ça, c'est sans compter sur les sociétés de management que Live Nation possède. Je n'ai pas réussi à trouver des données plus récentes, alors je suppose que ça a encore augmenté, mais en 2016, Live Nation s'occupait de plus de 500 artistes, un nombre qui a doublé en 3 ans. Et quand je vous dis des artistes, encore une fois, je parle pas de n'importe qui. Ils ont signé U2, Madonna, Miley Cyrus, bref. Et ça leur rapporte pas d'argent. Mais n'oubliez pas, Live Nation, c'est Ticketmaster, et vice-versa. Donc même si, comme le précise Live Nation dans sa politique, les artistes signés chez eux n'ont pas de contrat exclusif au niveau des concerts, dans la finalité, ils passent quand même tous par Ticketmaster, se produisent dans les salles de concert Live Nation, et c'est un cercle ultra vertueux pour eux. Ça ferme la boucle. Bon, si toute cette puissance totalement démesurée n'a pas encore réussi à décourager le jeune entrepreneur que vous êtes, j'ai un dernier élément pour vous. Vous vous rappelez au début de l'histoire, quand Ticketmaster a tué son concurrent de manière assez agressive? Eh bien, malgré le manque de concurrence, on peut pas dire qu'il se soit adouci. Par exemple, pas plus tard qu'en 2016, ils ont dû payer une amende de 10 millions de dollars pour avoir hacké et volé les données d'une petite société concurrente. Pendant plusieurs années, ils ont espionné leurs données pour prendre tout simplement le peu de clients qu'avait la société en face d'eux grâce à un ancien employé de cette société. Ils ont été aussi accusés d'inciter au scalping, donc la pratique d'acheter beaucoup plus de places et de les revendre plus cher. Et d'ailleurs, cette accusation, elle est toujours plus ou moins d'actualité pour une raison très simple. Sur le site de Ticketmaster, il y a un programme qui s'appelle Verifier Resales. Il permet de revendre des places achetées sur Ticketmaster. Et ce qui se passe, et c'est ce qui s'est aussi passé pour Taylor Swift, c'est que les scalpers achètent les places et les revendent directement au prix fort via le programme de revente de Ticketmaster. Mais Ticketmaster prend une commission sur cette seconde plateforme, donc double bénéfice. Bref, la liste de ce genre de choses est interminable, mais je vais vous donner un tout dernier élément, le lobbying.
Dans tout ça, les États américains, de temps en temps, ils essaient de promulguer des lois. Mais visiblement, Ticketmaster, ils ont de bons contacts. Et la plupart du temps, eh bien, ces lois, elles passent pas. Alors, ils ont pas l'immunité, évidemment. Mais le lobbying, c'est prouvé, joue un rôle pour maintenir le marché tel qu'il est actuellement. Vous venez de perdre votre dernière vie de jeune entrepreneur ou de jeune entrepreneuse. Ticketmaster semble avoir gagné, au moins pour cette partie. J'espère que le futur nous permettra de changer les règles et de faire régner un semblant de paix sur le marché très particulier qui est celui des concerts.